Bonjour à tous, bienvenue sur Class.tech et aujourd'hui on va un peu parler de cloud computing. Alors qu'est-ce que cloud computing? Les solutions existantes, les avantages, les inconvénients. Voilà, c'est pas une vidéo scientifique, d'accord? Je vais juste donner mon avis et présenter selon moi en donnant ma propre définition. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que dans une seconde vidéo je vais vous présenter Gaia X. Alors c'est Gaia X aujourd'hui, c'est rien, c'est un projet à l'échelle de l'Union Européenne pour créer un cloud souverain. D'accord, sachant que dans la législation française, on parle beaucoup de cloud souverain, etc. Alors qu'aujourd'hui, le marché du cloud computing est dominé principalement par les GAFA, Google, Amazon, Microsoft, donc je vais dire GAFAM, même s'il existe des offres publiques, enfin des offres françaises aujourd'hui, on va voir sur quelle techno elles se reposent, etc. etc. Donc aujourd'hui, le cloud computing, c'est quelque chose qui est un peu à la mode, enfin qui est pas à la mode, qui est même une technologie bien ancrée dans les usages de chacun, peut-être sans le savoir, d'accord, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous utilisons, à titre personnel, je parle, hein, les messageries de Outlook de Microsoft, Gmail de Google, etc., etc. Donc on va un peu voir ce qu'est le cloud computing. Alors là, je vais passer sur la définition de Wikipédia, même si pour moi, après, j'aborderai, je vous présenterai après, la définition de Microsoft est pas mal. Alors, ça n'a pas que des avantages que des inconvénients, mais alors qu'est-ce que le cloud computing? Alors déjà, le cloud, pour moi, c'est un peu un mot fourre-tout dédié à la communication. Voilà, cloud, ça fait propre, ça fait voilà, ça fait nuage, ça fait légèreté, ça fait beau temps derrière. Quand tu mets cloud sur Google, voilà, bon, alors là, Google, il me sort ça. Parce que je l'ai googlisé tout à l'heure, voilà, t'as de magnifiques images des nuages, voilà, magnifique coucher de soleil au-dessus de l'horizon, voilà, bon, ça fait quelque chose de propre. Est-ce que, alors aujourd'hui on en parle beaucoup, et ces technologies s'est démocratisé dans les années 2010, j'ai envie de dire, mais je parle en tant que profane, hein, je suis pas expert, je suis pas historien de l'informatique, ni historien du cloud en particulier. En tout cas, on va dire, ça s'est démocratisé dans les années 2000-2010, on va dire depuis les années 2000. Donc ça existe depuis les années 2000 et un peu avant même, mais on ne parlait pas de cloud computing. Alors qu'est-ce que cloud computing? C'est le fait d'avoir accès à des services informatiques, alors services informatiques, serveurs, stockage, mise en réseau, logiciel via Internet, d'accord? Donc Internet ici fait office de cloud de nuage à partir d'un fournisseur qui peut être Microsoft, Google, Amazon ou autre. Alors typiquement, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les services qu'on va utiliser, qu'on va consommer, ne sont pas installés directement sur le PC. Ils peuvent l'être, ne sont pas installés directement sur le PC, ou alors une partie qui est installée sur le PC et une autre partie qui est hébergée ailleurs que sur votre PC, d'accord? Typiquement, quand vous utilisez Gmail ou Outlook, vous passez soit par le navigateur, votre navigateur internet pour accéder à votre messagerie, soit vous passez par un client lourd, typiquement Mozilla Thunderbird, d'accord, Thunderbird, mais les données ne sont pas hébergées chez vous, de la messagerie, sont bien hébergées ailleurs, sont hébergées chez Microsoft, chez Google, chez Amazon. Typiquement, quand vous utilisez Word Online, ou Microsoft Online ou Google Sheet, d'accord, qui est équivalent d'Excel, online, vous pouvez avoir une partie, bien sûr, vous avez une partie, les données sont hébergées, peuvent être hébergées sur votre PC, mais elles sont aussi synchronisées chez Google, chez Amazon ou chez Microsoft, suivant le service que vous utilisez. Quel est l'avantage de ça? L'avantage de ça, c'est que vous pouvez accéder à vos données, à vos services ou à vos logiciels n'importe où sur Terre, avec n'importe quel PC, et ce, quel que soit, à peu de choses près, les ressources disponibles sur votre PC, d'accord? Vous n'avez plus besoin d'avoir une machine de guerre pour faire tourner des services consommateurs en ressources en processeur, puisque ces services sont hébergés chez votre fournisseur, en l'occurrence Google, Microsoft, etc. Et de ce fait, les ressources sont utilisées sur leur serveur directement, et pas sur votre PC. Donc l'offre cloud peut se décliner en plusieurs services, d'accord? Les SaaS, Software as Service, les plateformes as Service et les infrastructures as Service, d'accord? Et les mobiles backend as Service. Alors d'accord, Software as Service, c'est quand j'utilise Google Sheet Online, Word Online, Excel Online, ce sont des logiciels, ou d'autres d'ailleurs, que j'utilise via mon navigateur ou via d'autres procédés, mais qui ne sont pas installés directement sur mon PC, mais qui sont installés chez l'hébergeur. Je peux avoir une partie qui est installée sur mon PC, je peux avoir Word installé sur mon PC, mais en mode cloud, cela signifie, c'est-à-dire que tous les documents que je vais créer vont être aussi envoyés chez Microsoft, ce qui vous permettra de les récupérer n'importe où sur Terre, sur n'importe quel PC, même si vous êtes sur un PC qui
qui ne disposent pas du logiciel approprié, d'accord, puisque vous pourrez y accéder directement via votre navigateur. Donc ça, c'est le logiciel as service. Donc voilà, as service, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous y accédez n'importe quand, n'importe où, sans forcément l'avoir installé sur votre PC, puisque vous y accédez, comme il est dit plus haut, via Internet. D'accord? Vous avez le plateforme as service, alors je connais pas trop, on va voir ce qu'il y a derrière. Aux développeurs, aux entreprises de développement, où l'entité maintient des applications proprement dites. D'accord? Donc voilà, donc le PaaS, donc on s'arrête à l'OS apparemment. Le fournisseur cloud maintient l'exécution de ces applications, le matériel du ou des serveurs, la carte mémoire, le logiciel de base, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation et ou les moteurs de base de données. Donc d'accord, là je traduis selon mon propre langage, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. En gros, c'est vous disposez d'une machine virtuelle qui n'est pas hébergée chez vous, mais chez Microsoft, Google, etc. D'accord, une machine virtuelle, c'est quoi? C'est un serveur qui n'est pas physique, mais qui est virtuel, comme son nom l'indique. C'est-à-dire quoi? C'est que sur un serveur physique, vous pouvez avoir plusieurs serveur virtuel. C'est quoi un serveur virtuel? C'est plusieurs machines Windows, d'accord? Plusieurs machines Linux, des machines Linux, des machines Windows. On va vous mettre à disposition le serveur virtuel, c'est-à-dire le Debian, le Ubuntu, le Windows 10. Et après, ce sera à vous, par-dessus ça, de mettre en place vos logiciels, vos outils. En mode plateforme as service, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le serveur n'est pas hébergé chez vous, la machine virtuelle n'est pas hébergée chez vous, mais elle est hébergée chez le prestataire. D'accord? Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent mettre en place des infrastructures assez poussées, des sites web, etc. et qui veulent avoir la main quand même sur l'OS et toutes les briques logicielles, serveurs web, etc. de demander non pas un WordPress comme logiciel directement, mais plutôt un OS, typiquement une machine virtuelle, etc. hébergé pas chez vous, mais chez le prestataire, d'accord, chez l'hébergeur. Alors après on verra les avantages et les inconvénients du cloud computing. Vous avez les infrastructures as service, donc je ne connaissais pas et on va voir ce que c'est. Est un cloud computing destiné à l'entreprise qui gère le middleware et surtout le logiciel applicatif. D'accord. Donc là, on est un peu au-dessus du serveur, d'accord. Une infrastructure informatique, serveur, physiquement chez un fournisseur et qui est responsable de la sécurité. Cela peut représenter pour certaines DSI, un moyen de réaliser des économies, principalement transformer des investissements en contrats de location. Vous voyez, bon, voilà, il parlait des années 2000-2010. Avec le mode SAS, il est présent dans le catalogue de prestations des entreprises informatiques. De louer des infrastructures pour héberger l'offre SAS, d'accord. Donc voilà, donc là on loue une VM, un espace de stockage, on va dire, je comprends pas trop la différence entre infrastructure as service et plateforme as service. Si vous savez, vous pouvez me dire dans les commentaires. Gère le middleware des serveurs et surtout c'est exécutable. Donc à mon avis, voilà, le prestataire gère, on est un peu, on est avant le serveur plutôt, on est en mode stockage réseau. Donc là, ça permet aux entreprises de disposer d'outils de services réseau, on va dire, service stockage et réseau directement via un hébergeur sans pour autant avoir les machines hébergées chez lui, d'accord. Donc ce qui peut représenter effectivement un gros coût d'économie, un gros gain d'argent et d'économie, puisque du coup l'entreprise n'a pas à héberger elle-même ses propres serveurs, avoir son propre matériel et sa propre architecture réseau, tout est hébergé chez le prestataire. Donc voilà, le cloud regroupe pas mal de terminologie. Software as service, plutôt pour les particuliers, les entreprises qui veulent vraiment se concentrer sur le service. Et après, on descend dans les briques logicielles et réseaux. Plus l'entreprise est autonome et a des compétences dans ces domaines-là, et plus elle peut descendre dans l'offre, descendre d'un point de vue technique, on va dire, plus aller vers les couches réseau via l'offre cloud, d'accord. Et puis vous avez le dernier, mobile backend as a service. Donc là, pour produire des applications web et mobiles directement via le cloud. D'accord, voilà, pour créer des API et des services mobiles et web directement pour les mobiles. Et donc là, les entreprises disposent du SDK, du kit de développement et des API. Donc cette offre-là permet de développer des applications web et mobiles à destination des mobiles. Donc voilà, donc l'offre cloud est très quand même ça s'est étoffé au fil du temps. On a commencé, je suis vraiment pas l'historien de l'informatique et du cloud.
Mais voilà, j'ai plus entendu parler du software as service et aujourd'hui on descend vraiment dans les groupes, dans les couches réseau pour permettre à toute une entreprise de disposer de l'offre dont elle a besoin et d'avoir l'autonomie dont elle souhaite. Parce que c'est sûr que quand vous prenez un software as service, vous avez la main sur le logiciel, vous n'avez peut-être pas la main sur le back-office, vous n'avez peut-être pas la main sur le serveur, etc. Et en termes de développement, vous avez peut-être besoin d'avoir la main sur ces briques-là. Donc voilà, le cloud computing, c'est typiquement des services, des outils qui ne sont pas hébergés chez vous, qui ne sont pas installés sur votre infrastructure. On verra pour tout à l'heure si, éventuellement si, mais auquel cas, c'est l'utilisateur final, lui, n'a pas tous ces outils installés sur son PC. D'accord? Elles sont hébergées soit chez un fournisseur, Google, Amazon, Facebook, soit sur les serveurs de son entreprise. D'accord? Mais l'avantage pour l'utilisateur final, c'est de pouvoir utiliser tous ces services pour lui, indépendamment de son PC, indépendamment des ressources de son PC. Donc typiquement pour le télétravail, quand vous utilisez Teams, quand vous utilisez SharePoint, quand vous utilisez Google Drive, sont des éléments, même si les documents sont mis sont sauvegardés en local sur votre PC, sont aussi envoyés chez le cloud de Google, ce qui vous permet de partager des dossiers, etc. Google, Amazon ou Facebook, Amazon ou Microsoft. Mais les données sont aussi envoyées sur le cloud, ce qui permet à tous les utilisateurs d'avoir accès, si vous le souhaitez, à vos fichiers, de voir l'historique, de voir les modifications en temps réel. Et du coup, ça apporte pas mal d'avantages, on y reviendra par la suite. Donc ensuite, on voit qu'il y a 3 niveaux de cloud. Ça, c'est intéressant. Vous avez le cloud public, accessible par Internet, le cloud d'entreprise ou privé, accessible uniquement via un réseau privé, et le cloud intermédiaire ou hybride, qui est un mix entre le privé et le public. Typiquement, une grande partie des offres Microsoft, Google ou Amazon sont du cloud public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez accédé à votre service n'importe où sur Terre. D'accord? Je rédige un document Word sur mon PC, je l'upload sur je l'upload sur le cloud et ensuite je peux avoir accès n'importe où juste avec une connexion internet, d'accord, et mon login et mot de passe. Le cloud privé, c'est un cloud qui est disponible uniquement sur le réseau privé de l'entreprise. Typiquement, qu'est-ce qu'on peut dire, l'intranet, le portail des congés, un truc où le portail des finances, qui n'est accessible que en interne au sein de l'entreprise et qui n'est pas accessible sur Internet, d'accord. Il peut avoir une ouverture extranet, mais en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui est dédié au fonctionnement de l'entreprise, en interne à l'entreprise, qui peut être ouvert à plusieurs utilisateurs au sein de l'entreprise, mais qui n'a pas vocation à être ouvert sur Internet et accessible depuis n'importe où, d'accord. Et le cloud intermédiaire hybride, c'est la possibilité d'avoir accès à certains éléments du cloud privé sur Internet, d'accord. Et inversement, d'avoir des éléments du cloud, des éléments qui sont accessibles via le cloud public et des éléments qui sont accessibles uniquement au cloud privé. Alors, cloud public, ça veut pas dire que c'est ouvert à n'importe qui sur Terre. Au contraire, c'est souvent accessible via login et mot de passe, mais ça veut dire qu'on peut y accéder depuis n'importe quel PC sur Terre via une connexion. Donc, typiquement, Google Drive, voilà. Je me connecte à Google Drive, c'est un cloud public pour le coup. Pour autant, c'est pas tout le monde qui a accès à mon cloud public, d'accord, mon Drive, mes mails, etc. Il n'y a que moi qui ai accès dessus. Mais c'est un cloud, ça rentre dans la catégorie cloud public. Cloud privé, voilà, c'est le portail des congés, c'est portail des finances, c'est l'intranet de votre entreprise, d'accord, le portail d'actualité de votre entreprise qui n'est pas accessible sur Internet. Donc aujourd'hui, le cloud computing est quelque chose qui est c'est pas une mode comme je disais au tout début, c'est faux, c'est quelque chose qui est maximum répandu dans le monde de l'entreprise et auprès des particuliers, puisque beaucoup d'entre nous, voire tous, utilisons au moins un service cloud chez un gros fournisseur, d'accord. La plupart du temps, ce sont des GAFAM. On va voir qu'il y a des alternatives à ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, les grandes entreprises du secteur des technologies de l'information et des télécoms développent massivement le cloud computing, allons des services numériques cités ci-dessus à la location de logiciels. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros business model qui s'est mis autour du cloud computing et pourquoi ça marche, c'est que soit vous avez le choix d'acheter une... Alors on va rentrer dans les avantages, mais pour l'instant on va juste rester dans le cadre un peu générique. Soit vous achetez une licence logicielle que vous payez plein pot, soit au contraire vous utilisez ce logiciel mais via un abonnement et vous payez uniquement la consommation, ce qui peut être source d'économie, mais on va voir que le business model est plus compliqué que ça, d'accord. Donc voilà, ça permet de pouvoir mettre en place des services pour vos employés de l'entreprise ou pour vos clients
qui paye à la consommation, ce qui peut être plus attractif pour eux en termes de coût et plus flexible, surtout plus flexible. Donc voilà, après il y a d'autres avantages, je pense qu'on va attaquer la partie avantages et inconvénients. Alors voilà, en description, voilà, donc le nuage sont tous les services que vous allez utiliser, base de données, etc., applications, qui sont accessibles via des portables, tablettes, postes, serveurs ou PC portable, d'accord. Vous pouvez accéder depuis n'importe quel terminal, n'importe quel écran, d'accord, et toute cette infrastructure n'est pas hébergée sur vos terminaux, mais bien sur des serveurs qui sont accessibles soit depuis internet, donc en mode cloud public, soit depuis l'intranet en mode cloud privé, soit en extranet mix public privé. Donc ça c'est pour les technologies. Aujourd'hui, quels sont les leaders mondiaux? Alors j'avais vu une étude, c'est je crois 40% du cloud computing propriété entre guillemets de Amazon, d'accord. Donc on va voir un peu cloud computing marché. Donc il faut pas se cacher, vous voyez la face. Aujourd'hui le marché est dominé par les GAFAM américains. Donc Google, Amazon, Microsoft avec sa suite 365, Google avec sa suite Google Cloud et Amazon avec sa suite Amazon Cloud. Donc là on est sur Google Cloud, d'accord. Là on est chez Amazon Cloud et là on est chez, pardon, alors je fais de la pub pour personne parce que moi j'ai pas spécialement d'affinité. D'ailleurs vous verrez que moi je vous montrerai à la fin, je vous dirai comment il est possible de monter votre propre cloud sur vos serveurs. Donc allez, pour pas faire du favoritisme, on va quand même présenter 365, voilà, Microsoft 365. On va mettre cloud. Je crois que c'est Azure, hein, le truc de Microsoft, c'est Azure Cloud. On va mettre cloud. Voilà, Microsoft Cloud Azure. Voilà, comme ça vous aurez vu les trois. Donc il y a une grande partie du marché dominée par les GAFAM, d'accord. Donc voilà la suite Microsoft Azure. Donc juste pour en termes de marché, quand même, pour voir un peu, mais je crois que le leader, alors je préfère pas dire de bêtises, donc on va aller voir. Voilà, donc on voit un peu, voilà, le marché est en constante évolution. Voilà, depuis 2018 on parle et il a bien évolué, hein. Donc on est sur le journal du net, oui. Donc il a bien évolué. Donc voilà, vous avez l'infrastructure service comme on a vu, qui représente, bon, la part la plus importante évidemment c'est software as service, sont les logiciels directement en front-end pour les utilisateurs. Ça, je sais pas ce que c'est. La sécurité, évidemment, qui est importante, surtout aujourd'hui avec les contraintes de RGPD et tous les drames Facebook, etc. Une infrastructure qui tente à augmenter les infrastructures à service. Et on voit que aussi les infrastructures à service et les applications infrastructure service et systèmes d'infrastructure sont en constante augmentation, mais vraiment la grosse part du marché c'est pour le software as service. Ah voilà, donc c'est ce que je cherchais. Donc on voit que Amazon est quand même détient 40% du marché, que Microsoft grappille énormément de parts de marché puisqu'ils en sont en 2019, ils étaient à 20%, je pense, augmenter. Google essaie de challenger. Alibaba, donc vraiment le cloud chinois, parce que voilà, vous êtes au courant, hein, les gars, et mesdames, sur la vidéo. Voilà, le marché aujourd'hui, en termes de numérique, les Chinois tendent à vouloir concurrencer les Américains. Donc Alibaba a lancé son propre cloud. Pour pas faire de favoritisme, on va aller voir Alibaba Cloud. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Alibaba Cloud. Donc voilà, comme tous les produits chinois, on le sait, ça va tendre très vite à évoluer, surtout qu'ils ont un exemple, les GAFAM américains, donc ils savent déjà ils connaissent la voie à suivre, et bon voilà. Donc ça a l'air déjà parfait, ça a l'air ultra pro, hein, franchement, on dirait pas qu'ils viennent on dirait pas qu'ils sont challengers quand on voit ça, hein, je peux vous le dire, hein. Quand on voit les produits chinois, on se dit des fois c'est encore mieux que ce que font les autres. Donc voilà, donc Amazon détient 40% du marché, c'est monstrueux. Et après, il y a tous les autres clouds qui diminuent. Donc voilà, donc clairement, Azure, Microsoft augmente de façon massive et rapide, une stratégie très agressive.
Voilà, donc on voit que le marché est quand même livré aux gros GAFAM, aux GAFAM, hein. Vraiment ceux qui sont les acteurs dominants du marché. Mais il existe quand même des alternatives. Alors là, je suis sur OVH Cloud, d'accord. Donc quand même franco-français, OVH, hein, d'accord. Leader européen, faut le souligner quand même, quand on a une industrie française leader dans le domaine numérique, on peut s'en être fier, et qui propose des services cloud à destination des particuliers et des entreprises. Il y a énormément de services qui sont fournis. Alors, je veux pas je connais pas vraiment cette offre dans le détail, donc j'ai pas envie de dire des conneries, mais c'est certainement je vais en dire. Mais il me semble voilà, que c'est beaucoup d'open source qui est mis à disposition et de produits purement OVH, d'accord. OpenStack, typiquement c'est de l'open source. Vous avez du Kubernetes, c'est de l'open source, voilà. Mais qui sont proposés par une société française et hébergés sur des serveurs français, même si, attention, les offres des GAFAM sont aussi hébergées peuvent être hébergées sur des serveurs français, c'est-à-dire localisés physiquement en France. Voilà, et puis je vais vous en présenter une autre, parce que j'ai aussi entendu parler, Orange Cloud, qui Orange, lui aussi, tend à mettre en place ses propres solutions cloud, d'accord. Donc c'est une société française donc qui alors attention, ça c'est peut-être pas ça, Orange Cloud. Alors on va refaire. Donc c'est suffisamment rare pour le souligner. Et qui tend aussi à progresser Cloud, Orange Cloud for Business. Donc qui tend à progresser progressivement et qui propose de plus en plus de services numériques à destination des entreprises. Donc voilà. Donc Orange Business Service accompagne votre transformation vers le cloud. Donc voilà, c'est une autre société en France qui propose du cloud, même s'il en existe beaucoup d'autres en France. Hein. Je dis pas, là je vous présente celle dont j'ai connaissance. N'hésitez pas à me faire des retours sur si vous entendez parler d'autres solutions de cloud en France, et je me ferai un plaisir de faire des vidéos dessus. Donc voilà, qui propose un service de VM, data center présent un peu partout. Donc aujourd'hui, je ne vous présente pas les offres dans le détail, mais voilà. Donc, on peut résumer je suis sur une page de Microsoft qui définit bien le cloud à mon sens, qui est bien faite. Donc voilà. Donc, quels sont les avantages du cloud? Parce qu'il y a des avantages à avoir son infrastructure sur du cloud, d'accord. Le premier avantage, c'est d'avoir toutes vos applications hébergées sur d'autres serveurs, ce qui vous garantit une continuité de service si votre PC tombe, si vos serveurs tombent. On va dire que ce sont des infrastructures, ce sont des services cloud qui sont proposés par de très très grosses sociétés, donc qui ont les moyens d'avoir des data centers partout sur Terre, de répliquer vos données, vos services, qui permettent d'assurer une continuité de service et une pérennité de vos données sauvegardées toujours quoi qu'il arrive. Deuxième chose, c'est de ne pas avoir de frais d'infrastructure, puisque tout, aussi bien les serveurs que les ressources, etc., sont mis à disposition par le fournisseur, et donc vous n'avez plus à vous soucier de ce volet infrastructure, d'accord. Typiquement, on le voit ici, le cloud computing élimine la nécessité d'investir dans du matériel de logiciel, de configurer, gérer vos données, etc., etc., puisque tout est hébergé à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps, un gain de temps en termes si vous n'avez plus à monter votre propre infrastructure, vous n'avez plus à héberger vos propres serveurs, des économies d'électricité, de climatisation, de matériel, etc., de changement de matériel, de remplacement de matériel, tout est hébergé ailleurs. Vous agissez directement sur le logiciel. Vous vous occupez pas de tout ce qui est configuration du réseau. Donc on va revenir là. Ensuite, vous avez vraiment, en termes de ressources, beaucoup de flexibilité, puisque vous n'avez pas à gérer les pics de trafic, etc., vu que tout ça est géré par l'hébergeur. Et en général, ils vous fournissent un hébergement sur mesure, des ressources qui s'adaptent à vos consommations, ce qui fait que quand vous avez des pics d'activité, le fournisseur vous garantira la disponibilité des ressources nécessaires à vos services. Vous n'avez plus à paramétrer, à faire du load balancing, etc., à répartir les charges, machin. Tout est fait par l'hébergeur.
Donc, alors, vous voyez, je suis pas historien de l'informatique. Voilà, on voit que ça remonte aux années 50. Donc, à cette époque, l'utilisateur accédait à des terminaux des applications, voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est pas nouveau, hein, mais le cloud computing, c'est un peu comme l'IA. Ce sont des termes de communication. Pourquoi? Parce que ces technologies sont démocratisées au fil du temps. Mais en soi, ce sont des technologies qui existent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, d'accord? Donc, ce sont pas des technologies qui ont apparu comme ça, hop, que computing, vous connaissez pas, bah c'est nouveau, tiens, prends-en. Non, non, c'est comme l'IA. L'IA, on en parle aujourd'hui, mais de façon massive, mais ça, l'IA, les algorithmes de classer IA existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein. On n'a pas découvert l'IA la semaine dernière. C'est pareil pour le cloud computing. Donc, voilà, ça existe depuis les années 50. Donc au début sont apparus les hébergeurs web, c'était le début du computing, etc. Et après voilà, première chose, courrier électronique, les outils collaboratifs, les CRM. Donc voilà, les outils collaboratifs, avec le confinement, c'était vraiment le boom du cloud et c'est là qu'on a, peut-être que vous avez commencé à côtoyer le cloud un peu plus professionnel. C'est voilà, des outils qui vous permettent de travailler à distance, en télétravail, en réseau, avec toute votre équipe, tout en restant chez vous, en ayant accès à toutes vos ressources, vos données, etc. Sur votre PC perso ou sur un PC portable, vous avez accès à toutes vos données. Donc voilà, c'est vraiment un des exemples appliqués, un des cas d'étude du cloud, c'est vraiment le télétravail. Enfin, à mon sens. Après, il existe d'autres, ou l'hébergement de site internet. Donc voilà les principaux acteurs, Amazon, Citrix, Google, Alibaba, HP, Intel, Microsoft, Salesforce, SideTrack. Donc voilà, vous voyez que vraiment voilà, c'est vraiment dominé par les GAFAM et par les entreprises américaines. En France, les principaux acteurs sont Orange Business Service, SFR Business Team, je connaissais pas, et voilà, Dassault Systèmes. Donc vous voyez que quand même Gandhi OVH, voilà, donc vous voyez quand même que c'est dominé par les très grands groupes français, très gros groupes industriels, hein, d'accord. Même si peut-être que dans le tas il y a des startups ou des TPE, PME, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Donc c'est vraiment dominé par les grosses sociétés, les grosses entreprises du numérique. Voilà, donc et en France, aux États-Unis, voilà, lancer le cloud prioritaire. Donc voilà. Donc voilà, en France, il y a eu, ça je vous ai parlé dans une seconde vidéo, a émergé l'idée d'un cloud souverain. Pourquoi? Alors je n'ai pas encore entamé vraiment les avantages et les inconvénients, si j'ai entamé, je pourrais des inconvénients, mais voilà, une idée de souveraineté des données, etc. Et que la dépendance à des services produits par d'autres pays, notamment les États-Unis ou la Chine, en termes de dépendance des services de la France et plus largement de l'Europe, c'est pas vraiment ce qui est le plus conseillé, notamment si vous êtes une administration. Donc voilà, il y a un aspect un peu géopolitique au travers de ces technologies. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une surdominance des acteurs américains dans le domaine, d'accord? Alors, quels sont les avantages? Voilà, c'est les économies d'échelle en termes de matériel, la disponibilité de vos services n'importe où sur Terre si vous optez pour du cloud public, et la vitesse puisque vous n'avez plus à gérer les ressources logicielles, les RAM, etc. Tout est fourni par le fournisseur, les ressources. Donc voilà, la productivité en termes d'efficacité, de travail en réseau, de partage de l'information, etc. Puisqu'il y a beaucoup de services aussi d'automatisation qui sont fournis avec les services cloud, donc qui vous permet d'automatiser certaines tâches, etc., etc. Donc les performances, ça va avec voilà, la productivité. Bon, ça c'est facteur de l'être humain en fait, hein, la productivité, surtout dans les services tertiaires. Bon voilà, on peut rediscuter cet argument. La sécurité, puisqu'en théorie, les fournisseurs de services cloud garantissent une sécurité accrue, même étant donné, bon ça c'est normal, hein, c'est pas une critique plus dédiée aux techno cloud qu'aux autres, mais voilà, étant donné que ce sont des services souvent qui sont utilisés par des millions de personnes, ben, les tentatives de hackage et les réussites de hackage passent souvent et souvent très médiatisées, mais voilà quoi. Donc la sécurité c'est quand même quelque chose d'important et ils vous garantissent quand même tous les fournisseurs vous garantissent quand même une sécurité accrue. Voilà, la fiabilité, si jamais vous parlez de données, etc. Étant donné que les données peuvent être hébergées sur le PC, mais aussi hébergées dans le cloud, cela vous permet de récupérer rapidement vos données si jamais il y a des bugs ou etc. ou des pertes de données. Donc voilà, vous avez trois types de cloud, privé, public, privé et hybride. Donc voilà. Et exploité par un fournisseur de services cloud tiers qui propose des ressources de calcul telles que les serveurs de stockage, Internet, Microsoft Azure, tout le matériel, tous les logiciels, toutes les infrastructures sont propriété
des fournisseurs cloud. On va arriver dans les inconvénients. Et vous gérez votre compte par intermédiaire d'un navigateur web. Donc vraiment, vous avez besoin, pour utiliser tous vos services, vous n'avez plus besoin aujourd'hui qu'un navigateur web, vous n'avez plus besoin d'installer des logiciels sur vos PC, etc. puisque tout est accessible via Internet. Pour le cloud public en tout cas. Voilà, donc là, le cloud privé peut se trouver physiquement dans le centre de données local de l'entreprise. Certaines entreprises paient également des fournisseurs de services pour qu'ils hébergent le cloud privé. Le cloud privé est un cloud dans lequel les services et l'infrastructure se trouvent sur un réseau privé, c'est-à-dire que certaines personnes y ont accès, d'autres non. C'est filtré par plusieurs protocoles, IP, etc. Mais ce n'est pas accessible via Internet, ou en tout cas pas directement. Le cloud hybride regroupe les clouds publics et privés. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est définition du cloud, entre guillemets, même si je sais que c'est pas une définition d'expert, loin ni même de profane, j'ai envie de dire. Donc voilà, quels sont alors les inconvénients. Alors, les inconvénients, il y en a quand même. La première chose, c'est que comme il a été dit très très bien par Microsoft, et c'est bien qu'il le rappelle, vous n'êtes pas propriétaire des outils que vous utilisez. Voilà. Vous les louez. Vous louez. Alors il y a différents types de location pour tous les hébergeurs, à la consommation, à l'utilisation, etc. Au moins, ce sont des abonnements sur vous les louez. Ils ne vous appartiennent pas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à la fin de la location, soit vous récupérez toutes vos données, soit ciao, merci, vous perdez tout. Ça, c'est quand même un gros inconvénient. Et quand vous migrez votre architecture, votre infrastructure sur le cloud, ça implique une certaine pérennité dans votre choix. Vous n'allez pas changer au bout de 2 mois ou 3 mois ou tous les 6 mois. Si vous prenez un cloud Google, Amazon, Microsoft ou OVH ou Orange, quel qu'il soit, ça implique que vous restiez 5 ans sur cette solution. Voilà, après que vous allez former vos utilisateurs, que c'est une nouvelle façon de travailler. Je vous ferai une autre vidéo aussi sur les modes de comment travailler en mode cloud. Voilà. Et vous êtes dépendant du fournisseur. D'accord? Les logiciels ne vous appartiennent pas, vous les louez et c'est propriété du fournisseur. Quand votre location s'arrête, à charge pour vous de récupérer toutes les données, parce que les logiciels vous les récupérerez pas. Sauf si vous achetez une licence, si c'est possible d'acheter une licence, c'est pas possible pour tous les logiciels que vous allez utiliser via le cloud. Donc voilà. Faut faire très attention à ça. Là donc si vous n'êtes pas propriétaire de données, vous n'êtes pas propriétaire des outils. La deuxième chose, c'est si le service cloud tombe en rade, si n'importe quoi, Microsoft n'est plus accessible parce qu'ils ont une panne système, etc., vous êtes tributaire de ça aussi. D'accord? Si ce qui arrivait avec Teams au tout début du confinement, qui a subi une charge monstrueuse, parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui sont connectés d'un coup, Teams n'était plus accessible pendant une demi-heure ou une heure ou je sais plus combien, vous n'avez plus accès au service. Vous êtes dépendant des services cloud du fournisseur que vous choisissez. Si le service n'est plus accessible, il n'est plus accessible. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose à faire attention. Voilà, vous êtes tributaire comme tout le monde. Troisième élément, là en plus on rentre plus dans la partie géopolitique que technique numérique. Vous dépendez des clouds américains, avec tout ce que cela implique au niveau du RGPD. Même si aujourd'hui tous les clouds des GAFAM, et c'est sûr de VH et des prestataires français, sont RGPD compatibles. Attention, le cloud américain, si vous prenez un cloud fourni par une société américaine, alors je suis pas expert non plus, je suis juriste, mais pas expert, je suis pas juriste dans le numérique, pas juriste, j'ai un diplôme en droit, enfin, j'ai un master en droit, après est-ce que je suis juriste, bon, bonne question. Attention, oui, il y a le Cloud American Act, d'accord, qui fait que toutes vos données sont potentiellement accessibles pour le gouvernement américain dans le cadre voilà, d'affaires, on va dire, qui peuvent toucher la sécurité des États-Unis. Donc ce qui fait que le gouvernement américain a potentiellement accès à vos données, d'accord. Bon, en soi ils s'en foutent de ce que vous foutez sur le cloud et ils ne vont pas chercher ce que vous faites, hein, honnêtement. Bon voilà, après il y a toujours la suspicion de l'espionnage industriel des grands clouds, des grands groupes américains sur les données que vous hébergez, au cas où vous auriez l'idée du siècle et que vous hébergez toutes vos données, tous vos services, etc. sur leur cloud. Bon voilà, eux aussi auront accès à tout ce que vous faites, d'accord, aux outils, aux logiciels, aux idées, au code, voilà. Ça c'est aussi quelque chose en termes d'autonomie intellectuelle et en termes de compétitivité des entreprises. Voilà, ça peut poser, ça c'est plus une question géopolitique alors
qui touche plus l'économie nationale qu'autre chose, mais voilà, une startup qui se lance qui a une bonne idée, c'est les données sur le cloud américain, ben, évidemment Google, etc. ont les données, d'accord. Même si c'est pas légal, l'espionnage industriel c'est interdit même pour elles, bon voilà, en attendant c'est comme ça. Et ils ont accès à vos informations, voilà. Si une personne mal intentionnée sur un employé mal intentionné dans un grand groupe regarde ce que vous faites, il pourra avoir les idées, etc. Ensuite, le coût. Alors le coût, c'est clair que c'est des gains substantiels en termes d'infrastructure. Vous n'avez pas besoin de serveurs chez vous, vous n'avez pas besoin de consommation, vous n'avez pas de consommation électrique, vous n'avez pas les climatisation, vous n'avez pas la sécurité, vous n'avez pas de serveur chez vous. C'est aussi un gain de temps, puisque vous n'avez pas à vous soucier de développer tout ce qui est nécessaire pour mettre en place votre outil. Vous ne mettez en place que votre outil, vous développez que votre outil sans vous soucier du reste, d'accord? Vous avez aussi une grande flexibilité en termes de ressources, si vous voulez des machines virtuelles parce que vous avez la main, etc., etc. On parle de serverless, c'est-à-dire les ressources n'ont pas à utiliser chez vous, vous ne payez pas les ressources, si vous les payez indirectement, vous ne payez pas les ressources, les RAM, etc. Ils vous garantissent les ressources maximum pour vos services. Par contre, le coût peut vite être aussi un inconvénient puisque vous payez à la consommation. Première chose, donc ça peut très vite monter, d'accord. Plus ça vous utilisez, plus vous allez payer. Et deuxième chose, et j'insiste sur ce cas-là, les coûts des licences sont variables. Je répète, les coûts des abonnements mensuels sont variables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une année peut dire Microsoft, allez, vous payez ma suite Office 365 15 € par mois, et puis à la fin de votre année, maintenant c'est 18 € ou 20 € par mois. Vous n'avez rien à dire. Demain, Google vous met à disposition un super service dans Google Cloud, je sais pas, qui est supervisé, que vous utilisez, vous basez toute votre activité dessus. Demain, Google arrête ce service parce qu'il n'est pas rentable. CF, Google+, c'est fini. Même si vous avez tout développé dessus, c'est fini. À la charge à vous de reconstruire tout sur notre techno. Chez eux, chez Google, mais voilà. Vous êtes tributaire de ce qu'ils vous mettent à disposition et des coûts qu'ils demandent. Typiquement, Microsoft peut dire à Power BI, je sais pas c'est quoi les coûts, c'est vraiment des coûts théoriques. C'est 10 € par mois pendant un an, et puis après, au bout d'un an, ben, c'est 25 € par mois. Vous avez rien à dire. Donc les coûts, les licences sont flottantes, les services sont flottants, d'accord, chez ces grands groupes, puisqu'ils construisent continuellement et adaptent continuellement leurs services. Mais ils peuvent décider à l'échelle mondiale qu'un service n'est pas rentable et l'arrêter. Si vous avez utilisé ce service massivement dans votre entreprise, voilà, vous l'avez dans l'os. Il faut trouver des alternatives. Donc voilà. Et c'est voilà, typiquement Google Maps, vous basez vos services sur Google Maps, et ben, les conditions tarifaires de Google Maps ont changé. Soit vous payez, soit merci, au revoir. Ça c'est un inconvénient. Pour moi, c'est un inconvénient. Donc quand vous prenez une solution que soit Google Cloud, Microsoft Cloud, 65 ou Amazon Cloud ou d'autres. C'est moins vrai pour les sociétés françaises, parce que les Français sont pas trop dans cette optique-là, mais pour les grands groupes américains, faites attention, faites un gros travail, une grosse étude d'impact sur le licensing, les licences que vous allez prendre, les modes de licence, les modes de paiement, les services que vous allez prendre, parce que ça, c'est quelque chose qui peut très vite dériver et au final, les économies peuvent se transformer en coûts monstrueux, d'accord. Les économies que vous avez fait d'un côté, ben, se répercutent sur le coût de l'autre, d'accord, le coût des locations qui varie grandement et rapidement. Donc faites attention à ça. Ça peut être un inconvénient. La troisième chose, c'est que suivant l'offre que vous prenez, si vous êtes dans du mode software à service, d'accord, et que vous avez besoin de descendre sur du serverless, et ben vous allez commencer à accumuler les coûts, d'accord, software, et puis vous vous rendez compte que c'est pas assez, que vous avez besoin d'avoir la main sur plus d'infrastructures, vous descendez d'un cran, vous demandez de l'informatique serverless, et puis de la plateforme, et puis de l'infrastructure à service, et puis au final, vous vous rendez compte que ce que vous avez payé par mois sur 2 ou 3 ans, au final, c'était moins cher que d'avoir votre infra. Faites attention à ça, Tout dépend des compétences que vous avez en interne et jusqu'où vous êtes prêt à aller, d'accord. C'est sûr que si vous êtes une boîte de dev et que vous n'avez pas beaucoup de compétences dans les autres briques logicielles, software à service, c'est très bien, ça va vous prendre des économies. Attention au licensing. Alors voilà, ça typiquement des exemples
des exemples concrets, des cas concrets de cloud, de services cloud, ben voilà, le télétravail, les visioconférences via Teams, via Zoom, via Google Meet. C'est nouveau Google Meet. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Google Meet aussi, parce que bon, pourquoi pas, c'est nouveau donc à présenter. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Hein. Donc le télétravail. Typiquement, bah, la création de serveurs web, de serveurs de sites web. Typiquement, vous allez sur voilà OVH. Est-ce que je l'ai là, voilà OVH. Ben ils appellent ça public cloud, mais si vous prenez un site web directement, ben c'est du cloud aussi, d'accord. Donc voilà. Donc d'autres exemples de cas appliqués. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez le télétravail, vous avez les infrastructures de big data, data mining, d'accord, voilà, typiquement, plutôt que d'héberger vos données chez vous, vous hébergez les données chez un hébergeur, donc tout vos stocks, vos pétras de données, vos téra et pétras de données, je sais pas si on dit péta ou pétra, je m'en fous, voilà, toutes vos données chez l'hébergeur, chez le fournisseur, pardon. Ce qui vous permet, vous, de ne gérer que le volet logiciel, ne pas vous avoir soucier à stocker vos données, sauvegarder vos données. Tout est chez un fournisseur. Vous le voyez chez OVH, et d'ailleurs chez tous les clouds. Le volet data et gestion de la donnée est prédominant. D'accord? Prédominant. Voilà, data et analyse, c'est monstrueux. Partout d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un exemple de cas appliqué. Le stockage de données, typiquement, voilà, vous voulez partager des données entre vos collaborateurs, ben, vous mettez en place un stockage de données, où vous pouvez partager vos Word, Excel, PDF, vos données de travail, etc., directement via un système de partage de données. Vous avez le travail collaboratif évidemment, ça j'en parle même pas, voilà, le travail collaboratif ça va ensemble. Voilà, ce sont des cas appliqués d'utilisation de cloud. Voilà. Diffuser des logiciels à la demande, voilà un exemple de cloud. Typiquement, voilà, je veux partager un logiciel, pas besoin d'installer sur tous les postes, on le partage via le cloud et puis c'est réglé. Pour les développeurs, ça représente beaucoup d'avantages aussi de disposer d'une infrastructure cloud pour développer leur code, leur versionning de code directement sur une infra, partager avec tous les autres développeurs de l'équipe, etc., l'analyse développeur, voilà, et surtout de pouvoir tester leur application, de pouvoir mettre en prod leur application, de pouvoir dupliquer leur application pour faire des tests, etc., Ça, en termes de développement, ça peut être pas mal. Ça, c'était les avantages d'inconvénients. Et j'ai vu encore, là, je viens de voir sur Wikipédia, je l'ai pas parlé, mais évidemment, l'impact environnemental, bon, voilà, ça c'est l'impact environnemental. D'un point de vue général de l'informatique et du cloud aussi, parce que les data centers sont très consommateurs en eau froide, en tout cas en climatisation, donc en eau, on s'en rend pas compte. Ça peut rejeter de l'eau chaude, je sais pas, après, voilà. Consommation énergétique, évidemment. Mais ça, c'est propre aussi, c'est vrai, si on analysait l'impact carbone des mails, il est monstrueux. D'accord? Après, il y a aussi besoin, comme il dit, d'infrastructures informatiques pour pouvoir accéder au cloud. Si vous n'avez pas de fibre, si vous avez un débit lent, même si tout est hébergé chez le fournisseur, il n'empêche que vous avez besoin d'avoir du débit assez puissant. Du coup, d'avoir de la fibre, d'avoir de la 4G. Donc voilà, et là on voit l'impact environnemental de l'infrastructure 4G, etc. Donc voilà, vous avez besoin d'avoir quand même énormément de services, d'avoir énormément de débit pour pouvoir accéder à ces outils hébergés à l'extérieur, d'accord, via un navigateur. D'autant plus que votre navigateur de base, il consomme énormément d'énergie, de RAM, enfin de débit, et donc vous avez intérêt à avoir, si vous mettez des vidéos, des logiciels lourds, vous avez intérêt à avoir beaucoup de débit et même la fibre, d'accord. Donc ça c'est un inconvénient entre guillemets, ce sont des frais induits. Il vaut mieux avoir de la fibre pour utiliser ces outils-là. Être fibré, avoir beaucoup de débit, montant et descendant. Voilà, et une des grosses critiques, c'est vraiment l'impact géopolitique du cloud, le fait que ce soit les GAFAM
qui ont la main sur ça, voilà, en termes de souveraineté numérique et d'autonomie numérique, c'est pas la folie d'un point de vue européen, je pense. Donc là, on voit un peu, j'avais pas à définir, mais voilà. Donc modèle interne, modèle IAS, donc ça, sur la responsabilité du fournisseur. Là, c'est infrastructure, plateforme. Donc là, voyons, à chaque fois, on redescend, et puis le modèle SSS, SAS, tout est hébergé chez le fournisseur, d'accord? Et puis après, tout le reste est hébergé il y a des parties qui sont hébergées chez l'entreprise et d'autres chez le fournisseur, d'accord? Donc ça peut être intéressant suivant le business model de votre entreprise, suivant les compétences que vous avez en interne, de vous orienter vers une des offres possibles cloud. Est-il possible de montrer son propre cloud? Oui. FTP peut faire office de cloud. Après voilà, derrière le mot cloud, à partir du moment où c'est une ressource qui est accessible sur internet et qui accessible via un navigateur et partout sur Terre, un FTP peut faire office de cloud, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Avec l'avènement de l'open source, donc ça aussi je ferai des vidéos sur open source, je suis pro open source, un Nextcloud fait office de cloud, d'accord. OpenStack, c'est vraiment beaucoup de ressources et de compétences, ça fait faire office de cloud, tout est hébergé chez vous, mais vos collaborateurs ont accès aux données n'importe où sur Terre. Un Raspberry avec un Nextcloud fait office de cloud, d'accord, il est chez vous, et puis voilà, vous l'ouvrez via votre box, et puis voilà, c'est accessible depuis n'importe où. Pour moi, la technologie qui est le plus adaptée au cloud, c'est vraiment les conteneurs, les Docker, Kubernetes, LXC, etc. Pour moi, voilà, si vous avez des compétences, un serveur avec du Docker, voilà, c'est pour moi la technologie des conteneurs, sans citer de marque, hein, OpenStack ou quoi, c'est vraiment la technologie du cloud. Voilà. Pour moi, si vous maîtrisez la technologie Docker, Docker Swarm, etc. Voilà. Donc je dis Docker parce que moi j'ai vraiment une préférence pour Docker, mais Kubernetes, voilà, pour monter votre propre cloud chez vous, au sein de vos serveurs, chez vous, je veux dire, chez les serveurs de votre entreprise, vous avez besoin d'avoir des serveurs effectivement, mais après vous avez toute l'autonomie technologique pour monter vos propres clouds privés, publics, hybrides, etc. Voilà. Donc comment faire pour monter son propre cloud chez soi? Se baser sur des technologies open source et notamment les technologies de Docker, de conteneurs, pardon. Donc voilà. Donc je pense qu'on a pas mal fait le tour. Certainement j'étais pas clair parce qu'il y a des choses que je découvrais. Donc voilà, le cloud chinois c'est la découverte. Enfin non, c'est la découverte. Ils sont vraiment très très rapides quand même. Donc voilà, l'internet des objets, effectivement, c'est aussi un grand champ d'application pour les technologies cloud. Donc voilà, donc ça va du site internet à l'IoT, à l'infrastructure, etc., etc. Donc voilà, et surtout, bonne nouvelle, il existe des clouds français, donc Orange, SFR, etc. Et je vous présenterai dans une prochaine vidéo la tentative de création de cloud souverain à l'échelle européenne qu'ils ont nommé Gaia X. D'accord, ça vient de tomber il y a quelques jours, donc je fais une petite vidéo de présentation. Donc voilà, puisque le cloud souverain, je n'en ai pas parlé, alors je fais une petite aparté juridique, alors informatique et droit. Mais voilà, le cloud souverain, c'est vraiment quelque chose, voilà, une arlésienne, voilà. En théorie, les administrations sont pas trop, c'est compliqué. L'État incite les administrations à utiliser le cloud souverain dans leur un cloud souverain dans leur système d'information si elles doivent utiliser un cloud. Sauf que voilà, le cloud souverain, notamment en français. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le cloud souverain? C'est un cloud à la française. Est-ce qu'il existe vraiment des technos aujourd'hui qui permettent, je pense qu'avec OVH, etc., oui, et puis les entreprises comme SFR, Orange qui se mettent dessus, oui. Voilà, c'est pas fameux, c'est pas facile, voilà. Donc peut-être je ferai une vidéo sur le cloud souverain, mais ça c'est clair sur le cloud souverain européen, puisqu'il y a une initiative qui a été mise en place du nom de Gaia X. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur classe.tech.
Au revoir.